Et on bouge pas, je crois. Ouais, Bonjour à tous. on bouge pas. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Ok, super. Alors, bienvenue à tous. On va démarrer sans tarder puisqu'on propose un webinaire court d'1 heure. Et donc, bienvenue à tous pour ce premier webinaire SPARES pour l'axe bon usage des antibiotiques. Où on souhaitait faire un focus sur les outils que l'on développe avec nos partenaires pour vous. Et donc, quelques consignes d'abord, si ça convient à tout le monde, ce webinaire va être enregistré, donc il pourra être disponible ensuite pour ceux qui ne pouvaient pas être présents. Euh, les mains levées, j'en vois déjà quelques-unes. On ne pourra pas prendre toutes les mains levées parce que je crois qu'on va être nombreux. On est déjà presque 300. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de noter vos questions dans le chat au fil de l'eau. On prendra les questions à la fin. On garde un quart d'heure à la fin pour toutes les questions. Et s'il y a des questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, on fera une foire aux questions. Donc, merci de noter vos commentaires et vos questions, interrogations dans le chat. Et donc, on va commencer sans plus tarder avec un focus aujourd'hui sur un outil sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, qu'on a élaboré avec notamment la SPILF, la Société française de pharmacie clinique et la Mission nationale Primo sur le relais IV-Péros. Diapo d'après, merci beaucoup Simon. Euh, donc en fait, vous le savez tous, depuis maintenant plus d'1 an et demi, la mission nationale SPARES a un axe sur le bon usage des antibiotiques et notre mission est de développer des outils autour du bon usage des antibiotiques pour tous les acteurs qui s'impliquent sur cette thématique et notamment à l'hôpital. L'outil dont on va vous parler tout à l'heure pourra aussi être utilisé en EHPAD et en ville, mais on y reviendra tout à l'heure. Et on a voulu trouver un titre accrocheur pour ces webinaires, prêt pour l'assertif, mais il va sans dire que le bon usage d'antibiotiques, c'est tout au long de l'année et pas uniquement la semaine de lutte contre l'antibiorésistance du 18 au 24 novembre prochain. Donc vraiment, le bon usage d'antibiotiques, c'est au long de toute l'année. Et donc, on va vous proposer des webinaires, a priori peut-être tous les 3 mois, mais on y reviendra à la fin de ce webinaire et avec la prochaine date qu'on vous présentera tout à l'heure. Et donc, je passe la parole tout de suite à Yasmine Nivois pour vous présenter notre démarche au sein de SPARES et de l'Axe BUA et les premiers outils qu'on a déjà développés. Et ensuite, Simon Gravier, qui est un infectiologue chez nous, vous présentera quelques cas cliniques autour de cet outil pour penser à démarrer un traitement, à démarrer un traitement anti-infectieux par voie orale ou à faire un relais de la voie injectable vers la voie orale. Yasmine, à toi, la diapo suivante, s'il te plaît, Simon. Merci beaucoup, Florence. Bonjour à tous. Donc, comme Florence vous l'a dit, il y a un nouvel axe bon usage des antibiotiques, nouveau volet qui a intégré la mission nationale SPARES, mais également en lien avec la mission Primo et Matis. Donc, fin 2023, on a travaillé avec la mission nationale Primo pour tout d'abord recueillir les besoins en outils de bon usage des antibiotiques auprès des acteurs de terrain. Et donc, on a réalisé une enquête en ligne auprès des 17 RATB, ce qui nous a permis de prendre en compte ces besoins et d'effectuer un recensement. Donc, on a centralisé tous les outils qui étaient utilisés par les CRATB au niveau régionaux, mais on a également fait une revue de la littérature à différentes échelles, qu'elles soient régionales, nationales et internationales, à partir de la base de données BISAC qui contient plus de 600 outils. Donc, on a recensé ces outils au niveau des référentiels d'outils d'aide à l'administration, de la prescription, de grilles d'audit et de documents d'information. Et on a diffusé l'ensemble de ces outils à l'aide d'un fichier Excel qui a été mis à disposition, la première version en novembre 2024, avec la mission nationale Matisse. Ce recensement nous a permis d'identifier les besoins non couverts et donc on a pu identifier que certains outils au niveau national n'existaient pas ou uniquement régionaux ou on avait uniquement des documents francophones ou internationaux. Et donc, ça nous a permis en fait de cibler ces outils qu'on allait pouvoir proposer. Et bien sûr, tout au long de l'année, on effectue une actualisation continue des outils de recensement et des outils concrets.
Donc, le premier outil qu'on a mis à disposition fin 2024 était le kit d'outils de BUA en établissement de santé, qui est donc disponible sur le site du REPIA. Il y a une mini vidéo de prise en main qui est accessible sur le site. Cet outil est mis à jour régulièrement. Il comprend 6 onglets. Un onglet sur les référentiels, les situations cliniques, optimisation thérapeutique, audit, etc. Et donc, il est mis à jour tous les 3 à 4 mois. Ensuite, nous avons identifié au niveau national un besoin de travailler sur une fiche pratique sur la voie d'administration des anti-infectieux qui existait par ailleurs dans d'autres pays et ou qui existait au niveau régional. Donc, on a travaillé cet outil, on l'a construit avec la Société française de pharmacie clinique et la SPILF et la mission Primo. Et donc, c'est l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, cet outil qui est un document en fait de capage qui est mis à jour sur le site du REPIA. Vous avez ici le QR code pour flasher l'outil. La première version a été diffusée fin juin 2025. Nous avons actualisé une nouvelle version en octobre 2025. C'est un outil qui va prendre au fur et à mesure les recommandations et qui est amené à vivre. Et on vous tiendra informé des nouvelles des nouveautés via le site du RIPIA à chaque fois. Donc cet outil, pour la première part, en fait, indique en fait les différentes questions à se poser permettant d'envisager la voie d'administration d'un antibiotique. Donc la première question à se poser, donc c'est quelle est l'antibiothérapie recommandée selon l'indication suspectée. Alors comme vous le savez, certaines infections courantes permettent d'envisager une voie orale dès que possible, d'emblée, facilement. Néanmoins, il y a certaines situations, certaines exceptions qui seront décrites par ailleurs, qui nécessitent une administration parentérale d'emblée. Donc cet outil est bien sûr aide au choix de la voie d'administration, que ce soit l'initiation, la réévaluation, quel que soit le lieu de prise en charge du patient, que ce soit en établissement de santé ou au domicile. Donc, pour la première question, quelle est l'antibiothérapie recommandée selon l'indication suspectée? Là, nous vous incitons donc à vous référer aux recommandations locales de votre établissement, qui peut être ou un guide de prescription ou un référentiel choisi par l'établissement ou au niveau régional. Et vous avez le lien vers les recommandations de la SPILF, qui sont les recommandations nationales. Deuxième question est, est-ce que le patient est en sepsis ou en choc septique ou est-ce qu'il s'agit d'une situation clinique qui nécessite un traitement intraveineux initial, tel que les situations que je vais vous exposer ensuite? Si c'est oui, donc la voie orale ne pourra pas s'envisager d'emblée et et pourra être envisagée lorsque les signes de sepsis, choc septique auront disparu ou selon le délai préconisé par ailleurs en fonction de la situation clinique. Si c'est non, la voie orale peut être envisagée d'emblée. Ensuite, on se pose la question de est-ce que le tractus digestif du patient est-il fonctionnel et permet-il d'envisager la voie orale? Eh bien, c'est non lorsqu'il y a un syndrome de malabsorption, des diarrhées profuses dans les 24 dernières heures, des vomissements répétés dans les 24 dernières heures et aussi des troubles de la déglutition, des dysphagies, sauf si bien sûr il y a un dispositif de nutrition entérale qui est en place et qu'il existe une forme galénique adaptée qui puisse être administrée par la voie entérale. Si ce n'est pas le cas, oui, la voie orale est envisageable. Et ensuite, dernière question à se poser, c'est est-ce que la décision thérapeutique du patient est bonne? Donc en fonction de son contexte, donc quelquefois elle n'est pas envisageable. Il faut toujours savoir aussi que même si le patient n'est pas en mesure de gérer seul son traitement par voie orale, il est possible de mettre en place un pilulier et ou le passage d'une infirmière à domicile. Et dans les autres situations, oui, la voie orale est envisageable. Élément important aussi, en cas d'hospitalisation, toujours d'accompagner la sortie d'hospitalisation du patient, s'assurer de la disponibilité de l'antibiotique en ville et des modalités de dispensation, c'est-à-dire à savoir si le médicament est disponible en rétrocession ou en officine de ville afin de convenir donc de la continuité des traitements médicamenteux. Donc, on vous a dit, il y a quelques situations cliniques qui nécessitent une initiation par voie intraveineuse d'emblée et pour lesquelles il y a certaines conditions pour envisager un relais Péros.
Donc, il s'agit vraiment de situations qui sont décrites dans ce tableau qui a été remis à jour et discuté avec les experts de la SPILF. Sont des pathologies rares et complexes et qui nécessitent de toute façon un avis spécialisé du référent en antibiothérapie pour envisager le relais oral. On peut voir ici, par exemple, dans le cas des endocardites, on peut discuter un relais par voie orale à partir du 10e jour en cas d'échographie transœsophagienne récente, sans critère de chirurgie, et au moins 7 jours post-opératoire en cas de remplacement valvulaire. Il y a certaines situations pour lesquelles il n'y a pas de recommandation disponible. Donc, c'est à voir, à discuter avec le référent en antibiothérapie. L'objectif est d'avoir une concentration adéquate de la molécule envisagée au site de l'infection. En cas d'infection pédiatrique, il faut également s'assurer de l'existence d'une forme galénique adaptée pour effectuer ce relais. Et par exemple, pour les méningites à listeria, méningocoque, pneumocoque, il n'y a jamais de relais par traitement oral. Dans cette fiche, vous avez toujours encore le lien vers les recommandations de la SPILF, notamment sur les durées de traitement. Ensuite, vous avez des tableaux qui indiquent donc les différents antibiotiques qui sont disponibles par voie IV et par voie orale. Nous n'avons pas dans ce tableau listé les antibiotiques qui existent uniquement par voie IV ou uniquement par voie orale. Ça n'avait pas de sens. Ce tableau nous indique en fait la biodisponibilité des différents principes actifs et l'équivalence de doses de posologie. Et bien sûr, pour les posologies, nous vous invitons à vous référer aux recommandations de la CASFM version 2025 qui reprend les posologies standards et les fortes posologies. En cas d'insuffisance rénale, vous avez le lien vers le GPR et pour les patients avec les poids extrêmes, le lien vers ABX, BMI, qui sont les deux sites de référence dans ces situations-là. Donc, dans le tableau, nous avons listé donc, la biodisponibilité, l'équivalence de posologie. Par exemple, pour la clarithromycine, il y a lieu d'augmenter 2 fois la posologie quand on passe à la voie orale, et également les commentaires associés sur l'absorption, les modalités de prise, avec les repas, en dehors des repas, aussi il y a lieu de prendre à distance d'autres médicaments, tels que les fluoroquinolones. Et nous vous avons également mis le lien vers le site très utile de l'Omédic Normandie sur la liste des médicaments écrasables pour vérifier la compatibilité en cas d'administration par sonde si besoin. Je vais passer la parole donc, à mon collègue Simon Crabier pour vous présenter les différentes situations cliniques. Juste une précision, Simon, avant de te laisser la parole. En fait, il faut écrire les questions pour ceux qui ne l'ont pas encore vu dans Q&R, questions-réponses, et pas dans la conversation qui est inactive sur ce mode de webinaire. Donc, Q&R pour les questions. Merci. Simon, à toi. Eh bien, merci beaucoup Yasmine pour la présentation générale de cet outil. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter du coup différentes situations cliniques avec différentes portes d'entrée dans cet outil qui peut être abordé selon de différentes manières, selon les situations cliniques. Donc, pour commencer, donc, premièrement, cet outil, pourquoi il me semblait très utile? Donc, déjà, pourquoi la voie orale? Donc, il y a des bénéfices individuels pour le patient. En premier lieu, passer de parentéral à la péros, on réduit les risques liés à la pose d'un cathéter, notamment les risques infectieux et de thrombose. Ça permet de diminuer également les durées d'hospitalisation lorsque on passe péros. Ça simplifie la prise du traitement et il est plus facile de faire sortir le patient. Et puis, un élément important, notamment chez les patients les plus âgés, ça améliore le confort et la mobilité du patient, ce qui est vraiment primordial chez les patients âgés les plus fragiles. On peut également citer des bénéfices collectifs au passage de la voie péros. Donc déjà, on diminue de manière significative le temps infirmier dédié. Il y a des études qui ont montré, voilà, enfin des évaluations qui ont montré que le temps moyen par prise d'antibiotiques IV versus péros sont passés de 10 minutes à 2 minutes. Donc le temps infirmier sur une journée est fortement diminué. Donc l'infirmière peut prendre plus de temps pour d'autres soins. Ensuite, on réduit le gaspillage du matériel jetable lié à la perfusion, donc des bénéfices économiques. Et puis enfin, le fait de passer de l'intraveineux à du péros,
on diminue l'empreinte carbone et là, on rentre dans le concept plutôt nouveau d'éco-prescription d'antibiotiques ou d'éco-soins. Et par rapport à ça, je voulais voilà, on a fait dans cet outil aussi, on réoriente vers cet outil, notamment une plaquette de l'Omédite Normandie qui a été construite par rapport à ce concept d'éco-prescription, et notamment pour la lévofloxacine, où il était montré que passer de la forme IV à Péros, on diminuait de 10 fois l'empreinte carbone pour une biodisponibilité équivalente. Donc voilà des différentes raisons qui motivent l'importance de passer Péros lorsque cliniquement on a les critères, et c'est pour ça que cet outil a été construit pour faire un peu la part des choses. Alors du coup, on va passer en revue différentes situations cliniques. Alors c'est des situations cliniques un petit peu simplifiées, caricaturales, c'est pas pour être exhaustif sur une situation clinique d'infectieuse. Donc à chaque situation clinique, vous avez le QR code si vous voulez regarder la fiche en même temps directement. Donc là, c'est le cas d'un patient de 67 ans, donc adressé aux urgences par son médecin généraliste pour un érésipèle du membre inférieur droit. La demande du médecin, c'est voilà, il y a un érésipèle et il veut débuter une antibiothérapie intraveineuse et hospitalité pour cette raison. Donc c'est un patient diabétique de type 2, obèse avec un poids 130 kg. L'examen clinique, donc le patient est fébrile à 38,4, le reste des constantes est normal, il n'y a pas de signes de gravité généraux ni locaux, et le diagnostic de dermohypodermie bactérienne non nécrosante ou érésipèle est confirmé par les médecins des urgences. Donc l'interne s'apprête comme suggéré par le médecin généraliste, à prescrire la pose d'une voie veineuse périphérique pour débuter une antibiothérapie par voie IV. Mais il est interpellé par son senior qui suggère de consulter un document présenté. Donc ça, c'est un petit peu en avance, hein, mais lors de la dernière commission des anti-infectieux sur le choix de la voie d'administration d'un antibiotique. Donc là, c'était cette situation pour illustrer que, sauf des exceptions dont on a déjà parlé avant dans le tableau 1, mais que globalement, dans beaucoup de situations d'infection, les plus courantes, la prescription d'un antibiotique peut d'emblée être envisagée par voie orale. Et que la première question à se poser, c'est quelle antibiothérapie est recommandée selon l'indication suspectée. Et comme l'a dit Yasmine, concernant le choix de l'antibiotique, il faut vraiment se référer aux recommandations en vigueur, alors selon le référentiel de l'établissement ou le guide de prescription recommandé dans votre région. Mais c'est le premier élément à vérifier pour savoir quel antibiotique prescrire selon l'indication clinique. Dans cette situation, donc l'interne consulte le référentiel de son établissement, donc pour les dermohypodermiques bactériennes non nécrosantes. Voilà, donc s'il n'y a pas de signe de gravité locaux ou généraux, l'antibiothérapie de première intention est l'amoxicilline 50 mg kg, Péros en 3 prises, sans dépasser 6 grammes par 24 heures. Donc là, on voit que dans le référentiel, dans ces situations-là, sans signe de gravité, il est d'emblée proposé de passer Péros. Donc, l'amoxicilline est prescrite 2 grammes x 3 par voie orale. Le patient était obèse, avait un poids de 230 kg, ce qui fait 6,5 grammes sur 24 heures, donc arrondi à 6 grammes pour ne pas dépasser les 6 grammes par 24 heures. Et le patient rentre à domicile parce qu'il n'y a pas besoin d'antibiothérapie IV. Voilà, donc ça c'était juste cette première situation pour faire un premier focus sur on parle de relais IV Péros, mais avant de parler de relais, il faut déjà se poser la question quand on initie une antibiothérapie, est-ce qu'on ne peut pas d'emblée faire Péros et un certain nombre d'infections permettent d'envisager la voie orale dès le début, en l'absence de sepsis ou choc septique, notamment dans les pneumonies aiguës communautaires, dans les infections urinaires également, selon le profil de la bactérie, et dans les infections non graves, dans les pyélonéphrite aiguë, dans les infections urinaires masculines, on peut, sous couvert de l'antibiogramme et d'une sensibilité de la molécule, débuter Péros, quand c'est documenté. Dans les infections cutanées, on peut d'emblée débuter Péros quand c'est la gravité qu'on vient de voir, dans les diverticulites non graves également. Il y a probablement d'autres types d'infections où la voie Péros est envisageable d'emblée. Donc là, c'était une deuxième situation clinique pour continuer à illustrer cet outil. Donc une patiente de 38 ans, consulte aux urgences pour des frissons et de la fièvre à 39. Elle présente des brûlures missionnelles depuis 48 heures, une douleur en fausse lombaire gauche. Elle a des vomissements et c'est constant, donc elle a une pression artérielle qui est
basse, hein, elle est hypotendue à 80/50, une fréquence respiratoire à 20 tripes par minute, une saturation normale en air ambiant, et elle est tachycarde. Donc, les diagnostics et la conduite à tenir qu'on propose. Donc, on peut le diagnostic de pyélonéphrite aiguë avec signe de gravité du fait de l'hypotension, avec notamment, si on calcule un QXOFA, il sera à 2 chez cette patiente du fait d'une pression artérielle inférieure à 100 et d'une fréquence respiratoire supérieure à 22. Donc, en premier lieu, un remplissage vasculaire, des prélèvements, notamment une culture et le CBU, une antibiothérapie intraveineuse par ceftriaxone et une dose d'amicacine devant les signes de gravité débutés, et la patiente est transférée en unité de surveillance continue. 48 heures plus tard, la patiente a mieux, elle vomit plus. D'un point de vue hémodynamique, les constantes sont stables, la tension artérielle elle est normotendue, et les prélèvements sont revenus positifs. Les hémocultures et le CBU positif à Escherichia coli, multisensible, sauvage, donc sensible à toutes les molécules naturellement sensibles sur le colis. Donc, quelle modalité de poursuite de l'antibiothérapie? Alors, dans un premier temps, on peut proposer une réduction du spectre de l'antibiothérapie avec un relais de la ceftriaxone vers l'amoxicilline. Je ne l'ai pas noté aussi, mais vu qu'il n'y a plus de signe de gravité, l'amicacine peut également être suspendue. Et puis, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on continue en intraveineux ou est-ce qu'on continue Péros? Alors, donc si on reprend le document, déjà, pour revenir, alors ça c'est ce qu'on vient de faire, en fait, on s'est référé aux recommandations concernant le choix de l'antibiothérapie. Donc les recommandations de l'ASPI dans les infections urinaires communautaires, c'était voilà, de réduire le spectre une fois qu'on a l'antibiogramme, donc là, un colis multisensible, de proposer donc l'amoxicilline. Et la question qui va se poser ensuite, c'est est-ce qu'on peut passer Péros? Donc, si on suit un petit peu les différentes étapes de ce document, donc si l'antibiotique appartient au tableau 2 que je vais vous montrer, donc sa bonne biodisponibilité permet d'envisager la voie orale. Donc ce tableau 2, c'est celui-ci qu'on vous avait montré avant avec les principes généraux d'utilisation des antibiotiques pour une administration orale. Et on voit du coup que dans ce tableau, l'amoxicilline gélule comprimée, donc on a la biodisponibilité qui est de 70%, donc qui est plutôt correcte, en tout cas jugée suffisante pour qu'il y ait une équivalence de posologie de la voie intraveineuse vers la voie orale. Dans les commentaires, il est précisé d'autres informations sur la prise de l'antibiotique, sur notamment la prise unitaire de 2 à 3 grammes pour l'amoxicilline, sans dépasser 3 grammes avec une prise toutes les 6 à 8 heures. Donc là, dans ce tableau, on voit que l'amoxicilline, voilà, c'est possible Péros à la même dose que la voie intraveineuse. Ensuite, troisièmement, donc on peut passer oral, mais il va falloir vérifier que les critères suivants donc, sont remplis pour envisager de passer à la voie orale. Donc, les critères suivants, c'est son premier, est-ce que le patient a septique ou en choc septique? Donc là, dans la situation, on a vu que la patiente initialement avait des signes de gravité, mais n'en présentait plus à 48 heures, avec une tension normale, une fréquence respiratoire qui s'est normalisée. Donc voilà, s'il y a ce critère-là, donc la voie orale est envisageable. Le critère suivant, c'est que le tractus digestif est fonctionnel, donc la patiente, elle vomissait, mais elle ne vomit plus. Elle n'a pas non plus de diarrhée profuse, de troubles de la déglutition. Donc la voie orale est envisageable. On continue à suivre l'algorithme. Et enfin, l'adhésion thérapeutique est-elle bonne? Donc c'est une patiente jeune, sans trouble des fonctions supérieures. Donc il n'y a pas de problème pour la prise orale. On peut donc valider un relais Péros par amoxicilline pour cette patiente pour la poursuite du traitement antibiotique. Encore une autre situation pour illustrer d'autres choses de document. Donc là, c'est un patient de 76 ans qui consulte aux urgences pour des frissons et de la fièvre à 39. L'hémodynamique est stable et il n'y a pas de point d'appel chez ce patient. Alors, qu'est-ce que le diagnostic qu'on propose et quelle conduite à tenir? Donc, on est en face d'un syndrome infectieux d'étiologie inconnue. En pratique, des prélèvements sont effectués. Une antibiothérapie par ceftriaxone 1 gramme par jour est débutée.
Et c'est voilà, une situation de tension, le patient va être hébergé en service de chirurgie. Juste un petit aparté, c'est que dans cette situation clinique, on peut discuter et même peut-être dire qu'il n'y avait pas de nécessité avec cette situation-là et ces informations-là de débuter l'antibiothérapie. Comme vous le savez, il y a un enjeu important à ne pas débuter l'antibiothérapie inutile pour moins consommer d'antibiotiques. Et il y a notamment cet outil qui a été développé par le CRATB de Normandie qui dit quand est-ce qu'il ne faut pas prescrire d'antibiotiques, enfin quand est-ce qu'il faut en prescrire un plutôt. Donc on ne prescrit pas s'il y a d'antibiotiques, enfin pardon, on prescrit un antibiotique s'il y a une suspicion d'infection bactérienne et un site infectieux clairement identifié. Donc là, dans notre situation, ce n'était pas le cas. On n'avait pas non plus un patient qui avait un terrain à risque, type immunodépression ou neutropénie. Il n'y avait pas de critères de gravité, type sepsis sévère, QXOFA supérieur ou égal à 2. Et des prélèvements microbiologiques ont été faits. Mais tout ça pour dire que l'antibiothérapie a été débutée, mais elle n'était pas forcément pertinente avec ces informations-là. Finalement, le lendemain, mais du coup la situation change, les hémocultures reviennent positives à Staphylococcus aureus méticilline sensible. Le patient s'est amélioré. Et puis, je vous rappelle que le patient est hébergé en chirurgie. Agitateur interne de chirurgie, il veut faire un relais Péros, le patient va mieux. Voilà, il veut mettre de l'amoxicilline acétylclavulinique pour faciliter le retour à domicile. Encore une fois, quelqu'un va intervenir par rapport à lui disant qu'il faut vérifier dans un document qu'il a vu récemment, donc le référent en antibiothérapie lui a parlé, qu'un document voie injectable Péros qui permet de guider dans cette situation-là. Donc, on en parlait déjà, le tableau vous a déjà été montré que en dehors il y a beaucoup de situations, on peut d'emblée commencer Péros, mais il y a un certain nombre de situations clairement identifiées où on ne peut pas débuter Péros et où le relais Péros ne doit pas se faire sans vérifier un certain nombre de critères. Donc, ces situations cliniques, donc c'est celles qui sont présentées dans ce tableau-là. Donc, dans notre situation, on est en face d'une bactériémie à Staphylococcus aureus non compliquée comme on le verra ensuite. Mais en tout cas, dans le cas d'une bactérie Staphylococcus aureus non compliquée, le relais Péros peut se discuter, mais une des conditions, comme dans toutes les situations citées dans ce tableau, c'est uniquement sur avis spécialisé du référent en antibiothérapie ou d'un infectiologue et que ce délai se discute uniquement à partir du 7e jour. Sachant qu'en l'occurrence, chez notre patient, là, l'interne voulait faire un relais au bout du 4e jour. Donc c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, au moins 7 jours d'antibiothérapie dans une bactérie à Staphylococcus aureus non compliquée, sachant que le gold standard, c'est 14 jours, mais c'est vrai que dans certaines situations, on pourrait discuter de faire un relais Péros de manière plus précoce. Donc, l'interne de chirurgie change d'avis, décide d'appeler le référent en antibiothérapie de son hôpital. Et donc, après avis du référent en antibiothérapie, alors, petit aparté sur les bactériémies à Staphylococcus aureus, voilà, il est bien démontré dans la lecture qu'un avis spécialisé en infectiologie diminue la mortalité des patients. Donc, pour toute bactériémie à Staph aureus ou à Staph doré, l'avis infectiologique dans mon idée devrait être systématique. Donc, l'avis du référent propose de relier la céphaloxacine en IVSE, donc en continu à 150 mg/kg, de bien examiner le patient, de vérifier qu'il n'y a pas d'autres localisations cliniques, ce qui n'est pas le cas. L'évolution clinique est favorable. Les hémocultures sont 2 et même ont été réalisées qui n'ont pas signe d'endocardite infectieuse. Donc voilà, quelques jours passent encore, et à J8, l'interne, voilà, il se dit, bon, bah, on a passé J7, c'est une bactérie non compliquée, bah, on va peut-être pouvoir passer de la flucloxacilline IV à du Péros, puisqu'on remplit les critères. Et son point intermédiaire nouveau de vérifier dans le temps, et c'est cette partie-là qu'on voulait préciser dans ce document sur les principes généraux d'utilisation des antibiotiques par une administration orale. C'était aussi de préciser, alors en l'occurrence, on a deux, mais des molécules pour lesquelles un relais oral ne peut pas être fait après une administration intraveineuse. Et notamment pour la clofacilline,
il n'y a aucune équivalence IV-Péros. Donc la forme orale de chlorgacilline ne doit pas être utilisée en alternative à la broyée. C'est vrai que quand on est infectiologue, ça paraît évident, mais ça nous est déjà comme tous arrivé quand on donne des avis, d'être sollicité, et puis de voir des collègues qui se posent cette question du relais Péros par chlorgacilline. Donc il ne faut pas le faire pour les infections traitées par chlorgacilline IV. Il n'y a pas d'équivalence IV-Péros. Voilà, on a également précisé les choses par rapport à la fausse. Donc, l'interne de chirurgien d'avis rappelle le référent pour à nouveau discuter de la situation. Et finalement, l'antibiothérapie par fluoxacilline intraveineuse est poursuivie pour 14 jours, la durée minimale de traitement d'une bactériémie à Staphylococcus aureus, sachant, comme je l'ai déjà évoqué, qu'un relais oral pourrait être discuté dans la mesure où il n'y a pas de complications à cette bactériémie, pas d'endocardite et des hémocultures rapidement négativées, et un terrain avec un patient non immunodéprimé. Une nouvelle situation, donc cette fois-ci c'est un patient de 75 ans qui consulte aux urgences pour fièvre et tout. Et dans ses antécédents, on a une insuffisance cardiaque. Voilà, il a une saturation à 89% en air ambiant, fréquence respiratoire à 25, mais il n'est pas en détresse respiratoire. Un foyer crépitant en base droite qui est confirmé à la radiographie. Et le diagnostic de pneumonie aiguë communautaire hypoxémiante, donc sans signe de gravité, est posé. Et une antibiothérapie par ceftriaxone 1 g intraveineuse est débutée aux urgences et le patient est transféré en service de médecine. Voilà, à J2, le patient est toujours sous oxygène. Il est encore fébrile à 38,4 et on se pose la question à ce moment-là de faire un relais Péros. Donc, si on prend notre document, donc concernant le choix d'antibiothérapie, comme toujours, déjà dans un premier temps, se référer aux recommandations. Donc là, il y a des recommandations de 2025 sur les pneumonies aiguës communautaires. Donc là, on a une situation d'une pneumonie non grave en hospitalisation. Donc, il n'y a aucun critère majeur de pneumonie grave et pas de critère mineur non plus. Et on voit dans ce tableau que dans cette situation, le premier choix chez un patient avec comorbidité, c'est plutôt l'amoxicilline acide clavulanique. Et que du coup, on peut se poser la question si cette antibiothérapie n'aurait pas pu être déjà dans cette situation, même si on est chez un patient hospitalisé avec oxygène, débuté Péros d'emblée. Toujours est-il que là, en tout cas, on est à J2. Alors, on ne va pas repasser tout en détail, mais on reprend nos différents critères. Est-ce qu'il n'y a pas de signe de gravité? Est-ce que le tractus digestif du patient est fonctionnel? On vérifie l'adhésion thérapeutique du patient et si ces critères sont réunis, on peut passer Péros. On regarde dans le tableau pour l'amoxicilline acide clavulanique si au niveau de l'équivalence de posologie, on voit que c'est identique à l'intraveineux. Et voilà, comme je le disais, il y a les différentes recommandations par rapport à la prise de traitement, et notamment pour l'amoxicilline acide clavulanique, on voit que c'est à prendre de préférence au début des repas pour améliorer la tolérance. Et puis également, là, on sera sur une dose d'1 gramme x 3, mais de ne pas dépasser 1200 mg d'acide clavulanique par jour. Et s'il y a besoin d'aller à des doses supérieures, ajouter de l'amoxicilline seule, mais ça ne sert à rien de donner plus de 1200 mg d'acide clavulanique par jour. Donc un relais Péros est validé chez ce patient par amoxicilline acide clavulanique 1 g x 3 par jour. Enfin, donc c'est la dernière situation. Cette fois-ci, donc un patient de 45 ans qui a une arthrite septique du genou droit à Staphylococcus aureus méticilline sensible. Le liquide articulaire et les hémocultures sont positives à la même bactérie. Une antibiothérapie par chlorgacilline forte dose est débutée en intraveineux en continu. C'est un patient qui bénéficie d'un lavage chirurgical à J4. Il n'y a pas d'endocardite infectieuse. L'évolution clinique est ensuite favorable avec une apyrexie, une cicatrice qui est propre et une négativation des hémocultures à J3. Je pose alors la question de faire un relais Péros. Donc on est dans une situation clinique qui nécessitait, en tout cas dans certaines situations, une initiation par voie intraveineuse dans l'arthrite septique. Donc je pense que voilà, c'est indispensable, c'est le type d'infection qui doit justifier d'un avis spécialisé d'un référent
pour ce type d'infection. On voit dans le tableau que le délai pour discuter du relais péros, donc il dépend de si les hémocultures sont stériles selon l'évolution clinique. Et dans les arthrites à coccigram plus, donc Staphylococcus, Streptococcus et Enterococcus, il faut exclure systématiquement une endocardite, même si les hémocultures sont négatives. Donc on peut vérifier ces critères-là. Si ces critères sont remplis, on peut envisager un relais péros. Alors, comme on l'a dit, l'avis du référent en antibiothérapie a été pris. Il a proposé un relais par levofloxacine et rifampicine. Et on se pose la question des consignes à donner aux patients pour la prise de ces antibiotiques. Et donc, dans le tableau 2, on peut, voilà, pour tous les antibiotiques listés, retrouver des commentaires et des recommandations pour les patients, et notamment pour la levofloxacine, tout comme les autres fluoroquinolones, de ne pas les prendre avec des produits laitiers ou des boissons enrichies en calcium, et notamment de les prendre également à distance des sels de fer ou des antiacides qui peuvent en diminuer l'absorption. Et puis pour la rifampicine, la nécessité de le prendre à jeun, donc de préférence plus de 30 minutes avant les repas ou 2 heures après, et ne pas dépasser 900 mg par prise. Voilà, donc là, c'était juste pour illustrer encore ce tableau-là qu'on ne vous a pas montré. Donc c'est sur le même principe que pour les antibiotiques, mais pour les antifongiques, avec la biodisponibilité des antifongiques pour passer de la voie IV à péros, pardon. Et puis, pour réinsister que dans le document, vous avez donc le lien qui mène vers la liste des médicaments écrasables faite par le Médic Normandie et la SFPC en cas de patients avec en possibilité d'avaler des gélules ou des comprimés, mais qui peuvent quand même prendre des liquides. Voilà, je vais repasser la parole à Yasmine. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Simon, pour l'illustration avec cette situation clinique qui démontre bien les questions qu'on peut se poser en cas de voie d'administration d'un antibiotique. Donc là, c'est pour vous présenter les futurs outils à venir par la mission nationale SPARES-BUA. Prochain outil que nous allons diffuser, c'est un outil de Quick Eval Antibio. Donc, il s'agit d'un outil simple, flexible, rapide, qui permet d'effectuer une évaluation des pratiques standardisées qui sera mise à disposition des établissements de santé pour évaluer la documentation, la pertinence de la prescription d'un antibiotique. Elle pourra être utilisée quel que soit le motif de prescription, quelle que soit la molécule prescrite, et il y aura une méthodologie adaptable avec des critères optionnels et conseillés. L'établissement pourra décider de faire un audit un jour donné sur 5 à 10 patients ou alors un audit de plus grande ampleur sur 30 à 50 patients selon la taille de l'établissement et les ressources disponibles. Il y aura donc un guide méthodologique qui accompagnera cet outil d'audit et différentes ressources d'aide à la prise en charge de cet outil pour améliorer donc les pratiques dans les établissements. Autre outil à venir, il s'agit d'une fiche conseil pour préparer la certification sur la pertinence de la prescription d'antibiotiques. Comme vous savez, depuis le début de l'année, donc le nouveau manuel de la certification mentionne comme critère impératif le critère 2.402 sur la pertinence des prescriptions est argumenté et réévalué. Donc, ce document est destiné aux équipes en charge du programme d'un bon usage des antibiotiques dans l'établissement de santé. Il reprend les éléments clés d'un programme de bon usage. Il reprend également, il propose une checklist aux établissements de santé pour s'auto-évaluer et également un guide pour effectuer un traceur ciblé dans son établissement. Enfin, autre document à venir, un document qui effectue des propositions consensuelles de terminologie du bon usage des anti-infectieux. Ce document a été co-construit avec la SPILF et les missions nationales Mathis et Primo, ainsi que le réseau des CRATB. Il vise donc en fait à proposer des appellations consensuelles des termes relatifs au bon usage des anti-infectieux et il permet de clarifier en fait les termes utilisés par nos organisations dans nos différentes actions donc de communication, nos outils de formation et actions de communication.
Enfin, nous allons proposer une série de webinaires. Et donc, le prochain webinaire aura lieu le 29 janvier de 14 à 15 heures. Et il portera donc sur le nouvel outil Quick Eval Antibio. Et vous pouvez vous inscrire dès maintenant via ce QR code qu'on vous remettra. Et voilà, nous avons terminé donc ce webinaire. Nous souhaitons recueillir votre avis. Donc, vous pouvez flasher ce QR code et donc nous aider à nous améliorer. Ce questionnaire repose sur quelques questions qui sont très rapides à compléter, moins d'une minute. C'est un questionnaire Franaform et ça nous aidera donc à nous améliorer et à continuer donc ces webinaires. Nous vous remercions pour votre écoute et je vais passer la parole à Florence Collat. Merci beaucoup. Merci à tous les Pour deux. voir s'il Merci. y a des questions. Merci. Merci. Vous m'entendez? Ah ben, Oui, Oui, merci à tous les deux. Merci aussi pour toutes les questions. Merci au professeur Céline Puccini qui fait partie de l'équipe aussi, SPARES, bon usage d'antibiotiques, et qui a répondu à un certain nombre de questions. On les a archivées et on pourra vous transmettre la foire aux questions avec toutes les réponses. J'ai répondu aussi à quelques questions dans la discussion. Le webinaire est enregistré, il sera disponible, on le mettra à disposition, tout sur le site du REPIA. On va vous transmettre le diaporama également à tous ceux qui ont participé, comme ça vous aurez tous les QR codes et les liens disponibles. Donc oui, la conférence sera disponible. L'outil QuickEval dont a parlé Yasmine sera mis à disposition, comme l'a précisé Céline Pulsini, lors de la Semaine mondiale de lutte contre l'antibiorésistance à partir du 18 novembre. Et on vous a indiqué aussi, le prochain webinaire sera le 29 janvier 2026, donc dans 3 mois. On vous proposera un webinaire tous les 3 mois, a priori. Et ce sera un focus sur cet outil de QuickEval, donc un outil d'audit facile à prendre en main, adaptable, et que vous pourrez utiliser pour faire des audits dans votre établissement, dans les services, ciblés sur différentes thématiques autour de la prescription antibiotique. Il y a eu une question aussi sur les critères à prendre en compte lors de la réévaluation. Yasmine en a parlé, il y a un outil qu'on va mettre à disposition en novembre aussi pour vous accompagner dans le cadre de la certification et pour pouvoir remplir tous les éléments clés autour du bon usage d'antibiotiques dans le cadre de la certification. Alors, je regarde aussi les commentaires. Envoyez le lien sur le questionnaire. OK, très bien. Donc, quand on vous enverra le diaporama et on vous renverra le lien vers le questionnaire, comme ça, vous pourrez prendre le temps de le compléter, même s'il prend environ 1 minute. Quand les outils seront-ils disponibles? Il y en a déjà certains qui sont disponibles, comme vous l'a dit Yasmine tout à l'heure, sur le site du REPIA. Qui est le site des missions nationales. Il y a un onglet autour du bon usage des antibiotiques sur lequel on est en train de travailler toujours avec la mission nationale Mathis qui nous soutient dans toutes nos actions en termes de communication. Et donc, il y a déjà des outils qui sont disponibles en suivant les liens que vous avez ici. Et ils seront tous... oui, et merci Emma. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont disponibles dans le chat sur le site du REPIA. Donc la fiche IVPEROS qu'on vous a présentée aujourd'hui est disponible, la toute dernière version de ce matin, puisqu'on a encore eu des commentaires qui ont intégré encore vendredi dernier de la part de nos collègues infectiologues de la SPIF. Donc la toute dernière version date du 20 octobre, donc hier. Et elle est disponible, vous avez le lien dans la discussion, dans les questions et réponses, vous avez le lien directement vers la fiche. Vous avez le lien d'inscription aussi, puisqu'il est prêt pour le prochain webinaire du 29 janvier 2026. Vous avez le lien aussi vers le questionnaire qui est à l'écran. Je regarde aussi les différentes questions qui viennent d'arriver. Oui, PowerPoint, QR code, on va vous adresser tout cela. En tout cas, on est très, très heureux de vous avoir pour votre participation aujourd'hui. 476, à peu près 500 personnes tout à l'heure. Donc vraiment, merci beaucoup de suivre ce webinaire parce que tous ces outils que l'on prépare et auxquels on travaille avec tous nos collaborateurs, infectiologues de la SPIF, les pharmaciens de la Société française de pharmacie clinique,
de la mission nationale Primo, de la mission nationale Matisse. On les construit pour vous, donc on est content que ces outils puissent vous servir et on est à votre disposition s'il y a d'autres questions. J'essaie de lire encore les quelques questions qu'on a puisqu'on a encore un petit peu de temps. Avez-vous une aide pour les antibiotiques en IVSE ou pompe volumétrique ou Baxter à domicile ou à l'hôpital? Il y a des outils qui existent dans le fichier Excel, dans la base documentaire qui recense à peu près 300 outils autour du bon usage des antibiotiques. Il y a des outils pour l'administration des antibiotiques, mais peut-être que tu peux aussi compléter, Yasmine. Et on recense aussi des outils qui existent, qui ont été mis à disposition par la SPILF. Il y a notamment un travail sur l'administration des antibiotiques en injectable qui est disponible aussi. Je ne sais pas si Yasmine, tu veux compléter aussi, mais il y a beaucoup de ces outils qui sont en accès libre sur notre fichier Excel. Est-ce que tu veux compléter, Yasmine? Oui, on a complété en fait dans l'onglet optimisation thérapeutique, on a mis à disposition donc tous les documents qui existent sur l'administration injectable des antibiotiques, donc mis à jour avec les publications qui ont eu lieu début d'année et également avec des documents effectués par le CHU de Nancy sur les perfusions continues des antibiotiques et les perfusions via les diffuseurs portables qui sont donc très utiles, notamment pour les patients qui rentrent à domicile avec ces modalités d'administration. On remet à jour de toute façon tous les 3 mois cet onglet sur l'optimisation thérapeutique et l'onglet et tous les onglets du recensement. Voilà, pour vous permettre en fait d'avoir les documents les plus à jour qui existent. Merci Yasmine. Donc je continue à lire les commentaires. Donc tout sera effectivement disponible. Et comme l'a dit Yasmine, on met à jour ce recensement d'outils. Donc on a commencé en début 2024. On va publier la 4e version de cet outil de recensement d'outils de bon usage des antibiotiques. Il y en a environ 300 maintenant, en novembre aussi. Donc il y a déjà des choses disponibles. Le document IVPEROS, la base de recensement des outils dans sa version de juillet 2025. Mais tout va être actualisé et complété en novembre 2026. Je regarde les dernières. Dans Info Antibio de mai 2021, une bactériémie simple peut être traitée en 7 jours et vous parlez de 14 jours systématiques. Simon, je ne sais pas si tu veux répondre ou Oui, en fait, j'ai peut-être me suis mal exprimé, mais c'était 14 jours pour les bactériémies à Staphylococcus aureus. Après, pour les bactériémies à gram négatif, c'est 7 jours. Mais là, c'était dans la situation clinique du Staphylococcus aureus, donc là, c'est 14 jours minimum. Si la bactériémie n'est pas compliquée, voilà. Merci beaucoup, Simon. Je vois que certains demandent des preuves de participation. On pourra vous adresser un document comme quoi une attestation de présence. Peut-être par retour de mail, on ne va pas forcément l'adresser à tout le monde, mais si vous nous faites un petit mail, on pourra vous adresser une preuve de participation. Et je vois qu'Emma avait déjà répondu en ce sens. Peut-on diffuser ces outils en interne dans nos structures telles quelles? Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Tous ces outils, alors il y a différentes choses, comme l'a dit Yasmine, on a recensé les outils qui existaient déjà au niveau des instances nationales, SPILF, SFPC, autres partenaires internationales, quand il y a des thématiques qui n'étaient pas abordées ou pour lesquelles il n'y avait pas de recommandation nationale. Et on a également recensé les outils régionaux. Et donc déjà, il y a ce recensement qui a été fait. Et on a créé des outils comme celui-ci, IVPEROS, sur une thématique où il nous semblait qu'il n'y avait pas encore d'outils prêts à utiliser. Mais c'est vraiment pour vous et c'est vraiment pour que vous les utilisiez. Donc, vous pouvez vraiment les utiliser en interne avec les... Donc, à chaque fois, les outils ont été co-fabriqués avec des partenaires. Leurs logos sont sur les outils et vous pouvez les utiliser tels quels. Voilà, vous avez le lien pour le prochain webinaire du 29 janvier 2026. Je regarde si je n'ai pas oublié de questions. En tout cas, merci beaucoup pour vos premiers retours. En tout cas, on fait vraiment tout ce travail pour vous accompagner et aider tous les acteurs du bon usage à mettre en œuvre des plans dans leur
établissements. Donc, on est vraiment content si ça peut servir à la majorité d'entre vous, et très content aussi de voir qu'il y a des pharmaciens, des infectiologues. Donc vraiment, le bon usage, c'est un sujet pluriprofessionnel, et donc on a tous intérêt à travailler main dans la main. Donc je suis très heureuse de voir des pharmaciens, des infectiologues parmi vous tous, des hygiénistes, des microbios. Donc voilà, ça correspond à ce qu'on avait en tête. Donc en tout cas, on vous remercie beaucoup. Il est 3h moins 10. Je ne sais pas s'il y a d'autres points à rajouter. Je crois que j'ai un petit peu balayé tous les... Je ne sais pas si Yasmine, Simon, Céline, vous vouliez rajouter quelque chose. En tout cas, on vous transmettra tous ces outils et toutes ces informations très rapidement. Et on vous souhaite à tous une très bonne semaine mondiale de lutte contre l'antibiorésistance. Et on espère pouvoir participer à vous faire déployer des actions dans vos établissements de santé. Est-ce que quelqu'un voulait compléter ou je vois qu'il y a encore de nouvelles publications. OK, donc on récupère le chat, donc on a les adresses pour les attestations de participation, donc on vous adressera ça. Le QR code ne fonctionne pas pour le prochain webinaire. Ah, alors, en tout cas, moi j'avais réussi à m'inscrire, mais peut-être que parfois ça ne fonctionne pas. On va revoir la technique. Merci Béatrice pour mettre à votre disposition un QR code pour le prochain webinaire qui fonctionne. Merci à tous. Je vous propose de conclure pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour le prochain, donc le 29 janvier prochain, et on est à votre disposition et on vous adresse tous les éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui très rapidement. Merci à tous et bon après-midi. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.